Suite à notre vidéo sur le sol de Cédric Doumbé, vous l'avez demandé, on l'a fait. Boum, voilà. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Cédric Doumbé contre Baki, au final, ça se résume qu'en une seule question. Baki sera-t-il capable d'amener le combat dans le département du grappling pour avoir sa chance à la victoire? Et cette question se scinde en 3 phases. La première phase, Baki sera-t-il capable de casser la distance? Pour amener quelqu'un au sol, il faut casser la distance. La deuxième question, c'est s'il parvient à casser la distance, est-il capable d'amener Cédric Doumbé au sol? Et troisième et dernière phase, une fois au sol, est-ce qu'il est capable de maintenir Cédric Doumbé au sol et d'en faire quelque chose? Ces 3 questions, on y répond dans cette vidéo avec Brian Boulan. Donc effectivement, la première question qu'on se pose, c'est comment Baki va être capable de casser la distance pour pouvoir mettre au sol. Donc, on a vu qu'on avait un Cédric Doumbé qui avait tendance à avoir la tête très en avant, les hanches bien reculées, et puis évidemment, forcément, dès qu'on va se rapprocher, il a ses poings qui sont très très puissants et qui peuvent mettre KO. Baki, il peut avoir le choix d'attaquer directement dans les jambes, en double leg, mais on a vu un Cédric Doumbé qui est capable de sprawler, ultra réactif, très très bon là-dessus. Nous, ce qu'on pense, c'est que Baki, les meilleures chances qu'il a, c'est au corps à corps. Il a un body lock incroyable et il a quasi 100% de réussite. Maintenant, comment allons-nous faire pour arriver ici? Moi, je pense qu'une des techniques les plus sécures, plus efficaces, c'est Khabib qui nous l'a montré, c'est le coup de genou sauté. Ok, mais en battement, pas juste sauter comme Arlovski contre Fedor. Contre Arlovski, qui s'est pris une patate des enfers. Là, c'est vraiment d'aller faire le ciseau. Voilà, on sera sur une distance MMA, c'est toujours une distance relativement longue. On se rappelle que Doumbé a des grands bras, comme moi, comme lui. Voilà. Et donc ici, je vais feinter ma jambe arrière qui va me projeter. Boum, voilà. Ça remonte sa tête, ça ouvre son buste, et on a juste à saisir le body lock. Et puis après, là, on se retrouve dans la dimension de Baki. On peut regarder vers le bas, on peut feinter légèrement, on remonte, on se protège aussi, hein. On se protège sur le saut, boum, et on arrive directement au body lock avec la possibilité soit de tourner les hanches, soit de soulever. Ça, je pense que ce sera facile. Voici, pour moi, ça, c'est une des techniques qu'il pourrait incorporer dans son jeu pour obtenir ce takedown. Alors sur la phase 1, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que Baki doit rester à une distance lointaine, debout. Rester au boxing range contre un profil comme Cédric Doumbé, c'est trop dangereux. On l'a vu pour Zebo, un rien suffit à Cédric Doumbé pour trouver son ouverture et finir le combat. En conséquence, il doit trouver des systèmes qui lui permettront de casser cette distance sans se faire connecter et qui lui permettront d'avoir une bonne entrée, un bon grip sur Cédric Doumbé. Alors, il aura 2 types d'opportunités. Des opportunités réactives par rapport aux actions de Cédric. On imagine Cédric qui attaque, Baki qui doit défendre cette attaque et en profiter pour rentrer au clinch. L'autre possibilité, l'autre type d'opportunité, c'est proactivement. C'est lui qui doit initier l'action pour casser cette distance et l'amener idéalement au body lock. Avec nos nombreuses analyses autour de ce combat, on l'a souvent dit sur Fight Minds, Cédric semble avoir un sprawl ultra réactif et de très haute qualité. C'est difficile, selon nous, de l'amener au sol en shootant dans ses jambes. Donc notre recommandation pour Baki, c'est de plutôt chercher à rentrer au clinch, donc casser cette distance sans s'exposer à des contres dangereux. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est si Baki arrive à casser cette distance et mettre la main sur Cédric, sera-t-il capable de mettre au sol? Pour moi, s'il prend le body lock, s'il arrive à attraper ses 2 mains ensemble, quasi à 100%, il mettra Cédric au sol. C'est quasi sûr. Si il arrive et qu'il n'a que les double underhooks, les deux bras sous ses bras, il devra utiliser la cage, donc pousser vers la cage pour récupérer son body lock et obtenir le takedown. On va pas trop épiloguer. Regardez ses combats, vous allez voir à quel point il est extrêmement technique pour mettre au sol. Sur la phase 2, Baki, il est très très fort. Une fois qu'il a un underhook contre un adversaire, très généralement, ça finit au sol. Sa gréco et son judo, c'est d'un niveau réellement élite. Il a déjà réussi de les amener au sol en shootant dans les jambes, en attrapant un low kick, mais là où il est le plus efficace et de très loin,
c'est une fois qu'il a son body lock et à la cage. Donc sur cette phase 2, on n'a pas de recommandation, c'est son jeu, c'est son monde. Par contre, il y a la mise au sol. Une fois au sol, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, on avait beaucoup d'interrogations vis-à-vis de Cédric sur son niveau réel au sol. Et au final, on a un petit peu les mêmes interrogations. On a des gens qui disent si ça va au sol, c'est terminé, Baki va le battre. Et d'autres qui disent non, Baki, il n'a pas un sol si incroyable que ça, genre il n'a pas beaucoup de soumission et tout. Donc, effectivement, on va se poser la question, est-ce que Baki a un très bon sol? Et là, ça va être intéressant. Autant on a remarqué que Baki était capable de mettre au sol très facilement, autant on a remarqué aussi que ses adversaires arrivaient à se relever facilement, entre guillemets, mais qu'ils arrivaient à se relever dans tous les cas. Donc, on va vous expliquer comment font les adversaires pour se relever, et notamment celui qui a montré un petit peu la solution, c'est Maris Hardy, en utilisant la cage. Alors, vous vous rappelez, les mises au sol, elles se font beaucoup au body lock, et donc, il se retrouvait dans cette situation-là, à contrôler. Maris Hardy allait s'asseoir, tout simplement jusqu'à la cage, et à partir d'ici, il rapprochait sa jambe, boum, voilà. Il postait pour le quad-pod, il remontait, et il refaisait face. Et il fallait tout recommencer depuis cette position. Nous, on va réfléchir un petit peu aux adaptations qui nous sembleraient logiques dans cette situation. Donc, le contrôle du haut du corps ne sera pas suffisant. Il va falloir contrôler aussi les jambes pour maintenir et aspirer son adversaire au sol pour pouvoir le conserver et faire évoluer les solutions. Une fois que Baki aura mis au sol, une de ses premières options, c'est d'aller crocheter cette jambe. Ce qu'il a tendance à faire. Mais il s'arrête là. Vous verrez qu'il le fait une fois, mais ça s'arrête là. Ici, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle le double grab-vin. Voilà. Donc ma jambe va aller crocheter une deuxième fois ici à l'arrière. Et ce grab-vin-là, il est très très intéressant parce qu'il peut mettre beaucoup de pression. Et pour Chris, ça va être quasi impossible de se relever. Ici, on va pouvoir frapper, frapper, frapper. Chris va avoir 3 solutions qui vont s'offrir à lui. La première, ça va être de vouloir se mettre à genoux. Voilà. Et ici, en se mettant à genoux, vous n'allez pas le voir, mais il crée de l'espace à l'arrière. Et donc là, j'aurai juste à passer ma deuxième jambe, prendre le dos. La deuxième option qu'il va pouvoir faire quand on est ici, c'est de chercher à s'asseoir et de tendre sa jambe. Voilà, pour casser le double grab-vin. Une fois qu'on est ici, on va changer, soulever, mettre de la pression pour remettre au sol et frapper. OK? Quitte après à glisser pour obtenir la monte. La troisième option, c'est ici, bon alors il est grand, c'est qu'il va remonter vers moi, ici, et moi depuis cette position, alors voilà, je vais mettre beaucoup de pression et je vais pouvoir le tirer en arrière. OK? Et là, à nouveau, je vais avoir le dos. Ça va? Ça va vraiment dépendre de son comportement à lui. Et puis, bien évidemment, hein, s'il ne bouge pas, il aura juste à frapper et obtenir le TKO. Le double grab-vin, c'est vraiment une technique qui est extrêmement efficace en MMA et qui change énormément de choses quand vous êtes au contrôle à la cage. Il faut vraiment avoir en tête que une prise de dos avec une cage, donc avec un mur, ça n'a rien à voir avec une prise de dos classique que l'on retrouve en grappling. Vous avez un élément supplémentaire qui peut aider votre adversaire à se relever, mais vous pouvez aussi l'exploiter. Et donc, il y a une sorte de revisite technique et stratégique à ce moment-là. Voilà. Donc ça, pour moi, ça serait la stratégie à adopter s'il se retrouve dans cette situation. Je doute pas que s'il casse la distance, qu'il obtient ce body lock, il mettra au sol. Cédric ira peut-être céder de la cage pour se relever. Et là, il devra mettre en place une stratégie pour le maintenir. Alors, il faut quand même savoir que suite au combat contre Maris Hardy, Baïsangour a fait une adaptation que je trouvais très intéressante. C'est que pour pouvoir conserver au sol, contre Alexandre Michael, c'est ça, hein? C'est ça. Il s'est mis dans la full garde. Donc, il a tiré, non, il n'a pas tiré la garde, mais il était au-dessus, dans la garde de Michael, Alexandre Michael. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la stratégie adoptée par Georges Saint-Pierre, par exemple. I'm here. I need to respect 3 rules. I never want you to put my hands on the floor. I don't want you to have your head higher than my head. Because if
Your head is higher than my head. You have a guillotine. The third thing is I don't want to let you take an angle of me. So if you take an angle to do a Jujigatame, you see, you need to take an angle. So if I take away that angle, I kill your offense. As I'm respecting this rule, I can cause damage. C'est une très bonne stratégie. Vous devez faire attention aux soumissions et vous pouvez frapper et vous avez un contrôle de hanche. Et s'il cherche à se relever en sortant, vous tenez ses hanches, hop, vous remettez au sol et vous continuez à frapper. C'est extrêmement efficace. Je pense que rien que la référence de Georges Saint-Pierre, bah, voilà, elle clôt rapidement le débat. Cependant, le principal défaut, c'est que c'est assez fatigant, donc il faut un gros cardio et vous êtes un peu contrôlé dans vos frappes. Donc c'est difficile d'avoir des impacts pour obtenir le TKO. C'était un truc qui était un peu reproché à Georges Saint-Pierre. Donc là, ce qu'on pourrait proposer sur le contrôle au sol, c'est comme on l'a vu, de refuser d'aller à la cage, mais de plutôt adopter, moi, ce que j'appelle une demi-garde de rétention. Donc, une fois que Baki sera au sol, je pense qu'il aura plus intérêt à venir chercher la demi-garde. Donc, voilà. Habituellement, la demi-garde, c'est une position un petit peu transitoire en grappling parce qu'on n'obtient aucun point. Donc, quand vous avez passé la demi-garde, vous voulez aller en side pour obtenir des points ou en monte. Okay, et donc, la demi-garde, elle se fait avec l'underhook d'un côté, le crossface de l'autre, et puis on cherche voilà, à obtenir ses points, à faire avancer sa position. En MMA, il n'y a pas de points. En MMA, on va chercher les points, vous allez les obtenir avec les points, tout simplement, et vous voulez faire de l'impact, des frappes. Donc, la demi-garde de rétention, c'est je viens m'asseoir sur sa jambe au sol. Ça, c'est la jambe dont il a besoin pour se relever. Ok ? Si je laisse sans sa jambe, voilà, il va retirer cette jambe pour pouvoir se remettre debout. Donc, sur la demi-garde, je vais chercher à me mettre mon poing en arrière, comme ça, je ne peux pas être renversé, et avoir une distance de frappe. Alors, hélas, il n'y aura pas le droit au coude, parce que là, on y aurait eu droit, mais ici, je vais pouvoir frapper, contrôler. Même s'il passe son knee shield ici, je rentre à l'intérieur, je frappe, j'ai de la distance, et lui, il a très très peu de soumission. Alors, il y a des petits trucs ici. On va mettre une jambe en hauteur, parce qu'il y a des grappleurs qui vont vouloir passer, et boum, on emprisonne le bras, et on frappe, et on trouve, et puis on aura peut-être des ouvertures de soumission. Et ça, on peut y rester longtemps. On peut y rester très longtemps dans cette position. Donc, face à un non-grappleur, si vous n'avez pas un gars qui est spécialiste des leg locks, en MMA, c'est une position qui sera beaucoup plus intéressante que d'être dans la full guard. Donc, ce sera la position que nous, on recommanderait, en tout cas, pour vraiment améliorer, entre guillemets, sa position au sol, et son contrôle, et prendre des rounds, et surtout faire en sorte que Cédric ne se relève pas. Parce que s'il se relève, à nouveau, il sera dans sa dimension. Puisqu'on reproche à Baïsangour de pas finaliser ses adversaires, ici on va voir une option qui existe de soumission sur la demi-garde de rétention. Alors, hop là. Donc la priorité, comme on l'a dit sur ce combat-là, pour moi, ça va être de garder la distance et de créer du dégât pour que ça ait de l'impact sur le combat. Imaginons que ce soit fin de round, ce que suggérait Chris, ou que ce soit qu'il ait suffisamment blessé son adversaire, il y a la possibilité d'aller chercher une soumission. Cette soumission, c'est le triangle de bras, le bras-tête. Quand on est ici, qu'on est en train de frapper et qu'il est en train de protéger, on va venir pousser ce bras-là et engager, voilà, aller isoler la tête et le bras et commencer déjà à mettre de la pression sur les deux artères. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir prendre ma demi-monte ici, continuer à mettre de la pression. Des fois, ça va même taper sans passer. Et si nécessaire, améliorer sa position, hop, en passant sur le côté. Voilà, ici. La tête, même hauteur au bas, hop, et on vient mettre de la pression, et ça finit par taper. Ça peut être une option intéressante, surtout que physiologiquement parlant, alors il faudra voir, mais comment il s'appelle, Cédric a des belles épaules bien rondes, et donc elle pourrait facilement rentrer dans sa propre artère. Et je pense que la puissance de serrage
de Baïsangour, voilà, elle va être solide, elle va être très très solide. Et donc ça pourrait être une très très bonne option pour un finish et pour faire fermer les bouches, on va dire. Concernant la phase 3, autant ces statistiques pour les amener au sol, c'est très très impressionnant, autant généralement ses adversaires se relèvent et se relèvent assez vite. Forcément, on l'a dit, ses grandes forces, c'est la gréco et le judo. Ce sont deux sports qui ne mettent pas une énorme emphase sur le contrôle au sol comme la lutte libre ou sur le sol de manière générale comme le jiu-jitsu. Bref, notre recommandation, c'est d'avoir bossé son contrôle au sol et plus précisément la rétention d'une position au sol. Priorité au contrôle, deuxième priorité à l'impact pour s'assurer évidemment de prendre les rounds. Après cette nouvelle analyse sur Cédric Doumbé contre Baki, on est encore plus intrigué par le combat. On le sait debout, favori, ultra favori, Cédric Doumbé. Maintenant, si on scinde le grappling en deux phases, les projections / amener au sol et puis le sol pur, il y a quelque chose de très intéressant. Là où Baki a le plus développé son jeu du grappling, c'est sur les projections. Et là où Cédric a le plus développé son jeu sur l'aspect grappling, c'est sur défendre pour empêcher de se retrouver sur son dos. Par conséquent, l'aspect le moins développé de leur jeu, c'est au sol purement, l'un comme l'autre. Bref, vivement le 7 mars.